Pour moi, c'est un endroit où on peut être très très créatif et puis aussi compter sur les autres, donc le savoir-faire de chacun. Et puis on réunit tous ces gens pour créer des choses géniales. Il faut savoir que chez Scott, ici à Givisiez, en Suisse, on est une grosse équipe à travailler spécifiquement sur les vélos. On travaille avec des product managers, on travaille avec des designers industriels, des modelers pour la 3D. On a aussi des designers graphiques à la fin pour tout ce qui est des couleurs et tout ça. Et on travaille avec beaucoup d'ingénieurs différents, donc on a des ingénieurs cadres sur l'aluminium, sur le carbone. C'est à ce moment-là que toi tu le vois un peu partir ou est-ce que tu interviens encore derrière sur Non, le lycée? on intervient beaucoup, ouais. Je pense qu'on est à la moitié du projet. Une fois qu'on a ça, on commence une discussion avec les usines. Ouais. Et après, il y a encore toute une phase pour ouvrir les outils, enfin pour commencer à parler process, outillage. Oui, c'est 2 semaines à s'envoyer des emails et même, donc là ça fait un petit moment que je suis pas retourné, mais on est amené aussi à voyager et puis à rencontrer directement les fournisseurs. Surtout quand il y a des choses à faire avancer qui nécessitent notre présence là-bas. Donc souvent on se rend mieux compte des problématiques qu'ils ont parce qu'ils n'arrivent pas forcément à l'expliquer par email ou des choses comme ça. Souvent c'est aussi le prix qui va entrer en compte et qui va limiter aussi les technologies et puis les procédés qui sont possibles. Parce que c'est à ce moment-là qu'ils te font le retour en disant voilà ça va coûter tant. Voilà, exactement. Donc ça c'est plus les PM qui vont discuter prix. Beaucoup de travail de calcul de coûts de pièces et de coûts de vélo global avec notre structure de coûts. Donc là c'est sur Excel. Et puis c'est des listes de prix, éplucher les listes de prix Shimano, SRAM, trouver les choses qui ont du sens et à quel niveau on va vouloir avoir un tel dérailleur, telle fourche. Moi, mon travail, c'est de faire en sorte que mes équipes pensent un produit dans sa globalité par rapport à une utilisation, puis qu'ils arrivent si possible au bon prix en temps et en heure. Voilà, c'est mon credo. Et puis les procédés relativement variés, ça peut aller des petites usines qui sont un peu, faudrait pas le dire, mais un peu en mode débrouille, et puis il y a des usines qui sont vraiment à des standards plus qu'européens limite, quand même relativement différents de ce que j'avais pu voir avant en ayant même travaillé dans l'industrie de l'automobile ou des choses comme ça. Quelque chose dont j'ai pas parlé, mais on va aussi travailler avec les ingénieurs plastiques à ce moment-là pour faire tout ce qui est les covers, les caches, les protections de chaîne. Je pense que ce qui est intéressant de voir ici, avec les différents types de pièces qu'on a, donc on a des pièces en souple, des pièces en aluminium, des pièces plastiques, c'est les différents types d'applications qu'on peut avoir avec les pièces qu'on imprime en 3D. Donc ça peut aller, par exemple, un ligne, forcément, on ne va pas aller rouler avec. Ça nous permet de faire des contrôles dimensionnels, des contrôles d'assemblage et toutes ces choses-là. On peut avoir des pièces qui nous permettent juste de tester. Ça, c'est des pièces qu'on peut rouler, par exemple, sur un vélo au tout début. On peut aussi faire des pièces un peu plus esthétiques, entre guillemets. Si on a besoin d'avoir une pièce dans un showroom, quand on présente les vélos à Eurobike, on n'est pas les seuls. Si tu vas sur les stands, tu verras souvent des pièces qui ne sont pas encore tout à fait en prod. Des pièces comme ça, on peut tout à fait les rouler. C'est plus les pièces qui se brisaient tout de suite qu'on avait il y a quelques années. Et niveau intention de conception, ça change quand même pas mal les choses d'avoir toutes ces ressources en interne. Ouais. Parce qu'on n'hésite pas à lancer en impression 3D différentes versions. Ouais. C'est-à-dire que même si j'ai cette version, on va se forcer à en faire 3 autres différentes et on va pas hésiter, comme ça on a 3 versions différentes à tester. Ouais. Si on doit commander à chaque fois les pièces en externe, c'est pas la même histoire, forcément. Ouais, ça change un petit peu le process de conception mécanique et ça se rapproche peut-être légèrement plus de ce qu'on a vu au design par exemple. Ils n'hésitent pas à faire plein de sketchs, plein de propositions. Exactement. Et puis au final ils affinent, ils en éliminent et ça converge. Exactement. Là, je l'avais ouvert, c'était pas juste pour toi, c'est parce que voilà, on a un nouvel amortisseur qui arrive pour 2024. Et René, le product manager du Genius, m'a demandé de regarder si ça passait. Si ça passait, ouais. Donc là, c'est assez rapide, tu vois, j'ouvre ça, j'assemble mon amortisseur et je le fais bouger. Ça, c'est le Flotix Nude, c'est pas celui dont je parle, mais tu peux voir rapidement si t'as pas de contact avec la cover, s'il faut éventuellement envisager de refaire une cover. En fait, chez Scott, c'est une grosse partie de la mise en place de la gamme, au-delà de développer le cadre, c'est qu'après, pour mettre en place la gamme, on va choisir les composants qu'on va avoir en fonction du niveau de prix. Et un truc hyper important qui reste, on va dire, un des facteurs vraiment primordiaux pour est-ce que tu vas vouloir acheter ou pas le vélo, ça reste sa couleur. En premier lieu, la forme, elle parle d'elle-même, quoi. Il faut que ce soit attirant juste par la forme, avec une belle peinture, et puis c'est tout. Mais le vélo, comme dit Quentin, il doit marcher nu, sans rien, il doit marcher. On ne doit pas
se servir du graphisme pour habiller le bossus, si je peux dire comme ça. Je fais du coloriage. Ouais. Souvent aussi, on a la discussion avec les designers qui viennent nous voir en disant « Ah ben en fait, en faisant le vélo, j'ai pensé que là, ça serait peut-être potentiellement un bon placement. La surface est jolie, assez grande pour placer un logo. On va le décorer, on va dire. Et puis, on va aussi placer la marque. Pas tous les vélos ont besoin du même, on va dire, le logo n'a pas besoin d'être visible autant d'un vélo à un autre. On classifie un peu suivant l'orientation, trail, route, racing, etc. Quel va être le type d'utilisateur. Et dans une gamme, on a aussi différents niveaux en fonction du budget. On se dit, bah, c'est une personne qui voudrait quelque chose de plus haut de gamme, réduit, pas trop visible, ou justement visible. Enfin, donc c'est toujours un peu des réflexions par rapport à l'utilisateur. Les marchés sont différents aussi en fonction de la localisation sur la planète. Donc les goûts sont différents. Alors c'est vrai que pas tout est différent, mais pas tous les marchés achètent la même chose. Et c'est vrai que, par exemple, on utilise l'utilisateur gentleman, on le définit comme ça pour un utilisateur plus luxe, on va dire. On n'aura pas les mêmes goûts en Allemagne qu'en Amérique du Sud, par exemple. Et pour ça, on a, au cours de l'année, différentes réunions où on implique les responsables des ventes des principaux pays, on va dire leaders pour nous. Et il y a des grosses discussions, il y a des négociations qui sont assez intéressantes et des fois frustrantes, mais qui font que c'est très vivant. Comme on n'a pas juste des décisions sur l'écran, etc. C'est vraiment en live et des échanges entre personnes. C'est là où il y a le plus de discussions finalement sur un vélo. On appelle ça souvent le marché aux poissons même, tellement c'est moi je veux ça, moi je veux ça. Comme c'est ce qui vend beaucoup le vélo. En fait, c'est vraiment une question de goût. Les goûts et les couleurs, on essaie de plaire au plus de monde. La couleur, c'est hyper émotionnel, je dirais, donc on peut pas... C'est très difficile de convaincre quelqu'un quand on n'est pas designer juste sur un tube ou un catalogue. Donc on a l'obligation de faire des échantillons et de montrer aux gens qui s'occupent des ventes pour les convaincre que c'est les bonnes couleurs ou même qu'eux nous donnent des retours. Et puis c'est l'outil principal, c'est l'échantillon à la fin. C'est là où on passe le plus de temps. Et si tu arrives avec la mauvaise couleur ou plusieurs mauvaises couleurs dans ta gamme, bah, tu le vois tout de suite. En fait, les vélos, ils sortent pas des magasins ou les magasins, ils commandent pas cela. Juste parce qu'en fait, couleur trop risquée ou qui fonctionne pas. Les couleurs, c'est encore très saisonnier. Et chaque année, il y a des nouvelles couleurs tendances qui sortent. Et c'est vrai que ça reste risqué de vouloir garder des couleurs sur 2-3 ans. Ouais. Surtout si tu veux faire des choses un peu osées. Peut-être sur certains modèles, on travaille avec 2 ou 3 options de couleurs. Ouais. Et de nouveau, je reviens, je pense, à l'utilisateur. On peut voir que cette personne qui a déjà, je sais pas, un truc Apple ou des choses qui sont un peu plus... Nike, par exemple, qui teste beaucoup de choses, qui fait des trucs très différents du reste, qui sont des fois durs quand ils sortent, puis finalement, 2 ans après, on voit que toutes les autres marques ont copié. Il y a aussi des outils en ligne qui permettent de suivre un peu les tendances et de savoir ce qu'il va y avoir dans les années à venir. Donc c'est un mix de tout ça et de notre feeling finalement de designer aussi. Puis après il y a encore des phases dont on n'a pas parlé parce qu'à la base on teste tout ce qui est les rigidités, les concentrations de contraintes sur les roulements, les choses, et dans le cadre aussi forcément, en fonction des tests, des normes qu'on va passer. Une partie de ça, c'est de voir avec les usines de fabrication comment ils font les essais, les tests chez eux. Aussi de faire des petits essais ici et de parler avec notre partenaire d'essai de certification, c'est EFBE en Allemagne, même en Taïwan. Et l'avantage d'avoir quelqu'un comme Charlie aussi à côté de nous, c'est que si on veut développer des nouveaux tests, on peut aller voir Charlie et éventuellement créer du coup des nouveaux gabarits et des choses comme ça et des nouveaux tests en interne. Et souvent, on a des idées sur des choses qu'on aimerait un peu plus pousser pour voir si ça marche. Et du coup, c'est assez bien d'avoir quelqu'un comme Charlie pour faire la connexion entre les tests et nos idées, en quelque sorte. C'est à moi de créer notre standard interne parce qu'il y a l'ISO qui est vraiment de base. On doit passer l'ISO. Mais pour nous, on a, par exemple ici, on a notre standard interne pour le groupe Scott, pour Scott, Bergamo, Bold, etc. Alors ici, il y a tous nos tests qui sont un peu liés à ISO, mais vraiment plus haut. Alors c'est à moi de créer
de trouver ce numéro qu'on utilise comme force, comme numéro de cycle, et de ça transmettre à EFPE et les usines aussi. Par exemple, un test qu'on a qui est pas du tout inclus dans ISO, c'est de faire une fatigue sur l'axe arrière en latéral. Parce que comme tu fais un atterrissage un peu par droite, où tu vraiment pousses dans les virages, on voit qu'il y a une force latérale assez importante à l'arrière du cadre. On a dans l'histoire quelques problèmes avec ça. Alors c'est pour ça qu'on a créé notre idée, notre standard interne de faire un test comme ça. Il y a aussi un gros retour par rapport à la réalité. En général, c'est le point de départ. Si on a par exemple 4 cadres ici qui sont un peu différents, on peut les raider sur le launch ride, voir comment ils sont. Mais c'est bien de faire un lien entre le feeling sur le vélo et les numéros ici dans le labo. D'accord, oui, parce qu'il y a bien deux parties dans ton activité de testing. Il y a le testing ici dans le labo et le testing sur le terrain. Oui, exactement. Ouais. Tu fais des mesures aussi sur le terrain? On a fait quelques mesures sur le terrain, oui. On travaille avec des universités, avec l'équipe TH, avec des autres entreprises, des autres personnes pour faire ça. Oui. Des choses comme ça, c'est arriver à les répliquer, c'est la première étape. Et ensuite développer un standard qui permet de tester des nouvelles solutions. Avec quoi tu travailles au jour le jour? Tout ce que tu vois ici, 2-3 grands trucs, c'est la test de rigidité BB. On fixe par les deux axes. Oui. On peut utiliser un fourche rigide comme ça ou un vrai fourche si on veut. Et oui, on a 80 kg ici, qu'on met sur un petit crochet fixé vers l'axe du bébé. Et on mesure le déplacement vertical du bébé ici. Cet outil là derrière. Oui, exactement. C'est pas tout à fait facile à comparer les numéros attendus dans un atelier par une entreprise qu'un autre. Si je fais 10 Nm ici. De serrage. Oui, de serrage. Et il y a un autre qui fait 12. Le numéro, ça change. Il y a les 4 vis qui tiennent la fourche et il suffit que le couple ne soit pas le même d'une machine à l'autre et on n'a pas la même mesure. Et c'est plus comparable. Donc il y a tout un protocole à mettre en place. Et... Là, tu as un énorme marbre. Oui, ça c'était fait pour la soudure. Ça, j'ai porté ici moi-même depuis un an. Mais non, pièce par pièce. Oui, pièce par pièce. On met un poids ici. Au bout de l'axe frontal, oui. La roue avant, et mesure la déflexion du cadre entier. On a aussi la possibilité de monter les guidons, par exemple, par ici. Par exemple, pour la nouvelle génération, ici, on a fait les mesures de rigidité dans plusieurs orientations, verticales, latérales, etc. D'accord. Et on a vu avec notre nouveau guidon et les couches de carbone qu'on a, on a gardé la même rigidité verticale que l'ancienne, mais on a vraiment augmenté la rigidité en latéral pour avoir une bonne sensation dans les virages, de bien contrôler le roue avant. Il y a une autre partie de ton travail qui se passe ici aussi? Ouais. L'atelier, ça fait... On va dire que c'est une partie quand même vraiment importante du développement d'un produit. Moi, là où je bricole, c'est souvent le bazar. C'est pas grave, c'est du vrai, ça ressemble à chez nous. Celui-là, je sais. Celui-là, c'est un nouveau qui n'est pas sorti. J'ai Brendan qui me surveille en permanence. De plus en plus aussi avec ce phénomène d'intégration, de vraiment savoir comment travailler sur un produit et aussi comprendre à quel moment c'est difficile ou pas. Moi, j'aime bien leur donner le vélo sans aucune indication et démonte-le, remonte-le, dis-moi ce que tu en penses. Ça fait 3 ans que je bosse sur le projet, donc pour moi, c'est très clair. L'ordre d'assemblage, mais... Tu le prends, non? Ouais, exactement. Et puis la réalité du client qui va acheter le vélo, ce sera ça, quoi. La partie qui va télécharger tous les manuels, c'est un petit pourcentage. Il faudrait, moi je conseille. Souvent, on a la liste de specs ouverte
Comment vous faites, comment vous communiquez par exemple sur les références qui ne sont pas les vôtres, mais je sais pas, de la transmission SRAM ou Shimano, vous utilisez les refs qu'eux vous fournissent, ou il y a un moment où il faut traduire votre langage et le leur? On utilise les références SRAM et c'est ça qu'on donne à l'usine. D'accord. Donc eux vous tiennent au courant s'il y a des évolutions chez eux, ou parce qu'à un moment donné ça peut vite être critique. C'est une grosse partie de notre boulot aussi, c'est cette discussion avec les fournisseurs type SRAM ou Shimano. Chaque année, Shimano ils nous fournissent une liste de pièces qui vont s'arrêter, des nouvelles pièces, de tout ce qui continue. Et c'est à nous ensuite de passer tout ça au peigne fin et de dire ok, alors là il faut que je mette à jour ma liste de prix, cette pièce elle s'arrête, on va être obligé de trouver un remplacement. Et c'est là aussi qu'on revient à Syncros. C'est là où l'intérêt d'avoir Syncros en interne qui développe et qui travaille avec nous, c'est que c'est nous qui gérons cette partie-là. Ils vont pas arrêter, tu vas pas arrêter un cockpit au milieu du Spark ou de la durée de vie. Donc là on gère clairement, on sait déjà aujourd'hui quand est-ce que va venir la nouvelle génération de cockpit, parce qu'on l'attache au cycle de vie d'un vélo, et puis on sait déjà quand est-ce qu'on en fera un nouveau. Au bas mot, un projet composant, c'est bien souvent 2 ans de développement derrière, avec 1 à 2 ingénieurs, plus des personnes qui viennent en support pour tout ce qui est simulation. Donc on n'est pas loin en termes de ressources du développement d'un cadre. Et question toute basique, mais tu bosses sur un projet à la fois ou sur plusieurs projets en même temps? Plusieurs. C'est le timing qui veut ça, c'est qu'un projet ça dure suffisamment longtemps pour qu'en fait tu n'as pas fini l'un et que tu es déjà en train de commencer un autre et peut-être finir ou sur la fin d'un autre. Oui, c'est une particularité des ingénieurs chez Syncros, ils gèrent peut-être des projets d'envergure un petit peu plus faible par rapport au développement d'un cadre, mais ils en gèrent pas un, jusqu'à 10 projets, on va dire, en simultané. Donc voilà, s'assurer que tous les projets avancent bien ensemble, qu'il n'y en a pas qui soient laissés pour compte. Voilà, c'est mon job au quotidien. Donc tu vois, 2023, on est déjà pas loin de ce qu'il faut archiver. Ça va jusqu'en 2027. Et puis il y a des choses, ça c'est le design. Donc il y a des choses sur lesquelles nous on bosse déjà encore après, qui ne sont pas encore du côté design. Disons que on est assez pragmatique ici, assez les pieds sur terre, c'est qu'on ne peut pas imaginer les choses, trop imaginer les choses qui n'ont pas de fondement technique. On a besoin d'un fondement technique pour pouvoir imaginer la prochaine grande chose. Rêver et dire ouais, on peut faire ci, on peut faire ça, oui, on peut en faire, on a fait pendant les études de designer, ouais, on peut en faire plein. Mais des choses réellement qui peuvent arriver parce qu'il y a une base, un fondement technique derrière, donc notre travail avec l'ingénieur, avec les discussions qu'on a, ça c'est encore autre chose. Et là, c'est justement en général ces projets de 2027-2028, quand on parle, qu'on commence à parler maintenant, c'est là où quelque part notre prospection en tant que designer, elle est vraiment efficiente. C'est-à-dire qu'on a une idée d'une possibilité technique et nous, on va l'illustrer. On explore des concepts des fois qu'on n'a pas forcément utilisés pour ce vélo, mais qui peuvent rester, si demain on fait un ransom par exemple, on dira bah, pour le Genius ça ne sera pas adapté, mais pour un ransom, un gambler, ou ça peut être cool quoi. Bah, typiquement, sur chacun des projets, on va dire sur un projet de cintre intégré carbone, il va toujours y avoir un ingénieur qui va avoir fait le premier dans la gamme, ça c'est clair. Ce qu'on essaie de faire, c'est que le second projet qui va arriver ne soit pas le même ingénieur qui le développe. Comme ça, on va quelque part forcer un petit peu la communication dans l'équipe et le fait qu'il y a ce partage de connaissances. C'est là où on a quand même des idées qui émergent, parce que voilà, celui qui conçoit son produit, il va quand même avoir ses propres idées, il va essayer de mettre tout ce qu'il peut dedans, mais peut-être que son collègue qui vient peut-être d'arriver ou qui est nouveau dans l'équipe va apporter quelque chose en plus, et puis on va progresser petit à petit. On est inspiré par le reste de la gamme. Si on regarde aujourd'hui le Genius ou le Spark au niveau du cockpit, de l'intégration des pièces plastiques, c'est typiquement l'héritage de ce qu'on a fait sur les vélos de route 3-4 ans en arrière. Et donc le segment est complètement différent, mais voilà, c'est un héritage. Je pense que si on regarde tout ce qu'on a fait sur les 5 à 10 dernières années, on voit bien qu'on progresse. Les pièces d'il y a 5 ans, elles n'ont pas la même qualité de finition que celles qu'on sort maintenant. Donc c'est un apprentissage. Parle-moi un petit peu de la phase de recherche justement hors projet. C'est des choses qui sont des fois initiées par nous, des fois ça peut être initié par Tim du coup qui gère le département, ou par les product managers aussi. Si on pense que l'innovation doit être basée sur tel aspect pour la prochaine génération, souvent, la plupart du temps, c'est en amont du projet. Je t'ai dit qu'avant le product manager arrivait avec un briefing et une direction. Dans la réalité, nous, on bosse des fois un petit peu avant. Le design peut faire aussi pareil. Et des fois, avec ces éléments, on peut commencer à influer aussi le briefing du product manager. C'est aussi notre boulot de lui dire
ok, tu pensais faire le vélo comme ça, mais nous on t'amène d'autres éléments. Est-ce que tu avais considéré qu'on pourrait utiliser ce matériau? Est-ce que tu as considéré qu'on pourrait partir là-dessus? Et c'est là où souvent on me demande, mais il n'y a plus grand chose à inventer dans le vélo et tout ça. Mais en fait, les process évoluent, la façon de mener le projet évolue, les ressources évoluent aussi. Et du coup, chaque projet est différent. En tant que chef produit chez Scott, on est aussi, nous, en direct contact avec tous les fournisseurs de pièces. Et donc, de faire en sorte qu'on sache qu'on soit compatible avec les futures pièces qui vont arriver. Et des fois, en cours de projet, on a des nouvelles pièces qui arrivent qu'on n'avait pas forcément prévues au début sur le cahier des charges ou dans les specs à inclure. Il y a toujours un facteur qu'on ne contrôle pas, c'est clair. Le mulet ou le 29 quand c'est apparu, même le 29 en descente, il y a toujours un risque. Et donc c'est là, à un moment donné, où il faut bien continuer à communiquer avec l'ingénierie pour être sûr de ne pas oublier ces choses-là ou de dire « Ah, ça c'est important ». On considère qu'on ne peut pas passer à côté et qu'il faut que ce nouveau vélo soit compatible avec tel ou tel système. Donc on le remet et là, des fois, ça rebat un petit peu les cartes. La plus grosse des contraintes, elle est dans le temps. C'est-à-dire qu'on doit figer les choses bien souvent très longtemps en amont et on doit les prévoir très longtemps en aval. Parce qu'on ne peut pas se permettre de jeter le moule de cette pièce au bout d'un an parce qu'on va passer... je ne sais pas, sur un diamètre de guidon plus gros. J'ose espérer que ça n'arrivera jamais de la vie, mais on ne sait jamais. Donc ça, c'est vraiment une question de communication et je dois quand même avouer que les plus gros challenges auxquels on fait face actuellement, en dehors de la technique, c'est la communication en interne, que tous les maillons soient au courant de ce qui se passe, de façon à ce qu'il n'y ait pas à un moment ou un autre un problème dans un maillon parce qu'on n'a pas prévu un scénario d'utilisation ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment le plus gros des challenges et il faut être honnête, le travail de chef produit, c'est avant tout un travail administratif. Moi, ma journée, je ne la passe pas à l'atelier. Je vais à l'atelier toutes les semaines. Je vais devant mon écran tous les matins à 7h30. Quand ça sort en cours de projet, c'est quoi? C'est excitant? C'est stressant? Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. C'est la partie créative un peu de notre travail, ouais, c'est bien. Puis les designers ont toujours plein d'idées aussi. Alors, 90% ne sera pas forcément réalisable, mais c'est bien. Mais même des fois, on n'utilisera aucune de leurs idées, mais ça va nous ouvrir aussi un peu l'esprit. Donc c'est toujours intéressant. Par contre, c'est pas être gonflé de le dire, c'est vraiment qu'on a une équipe forte où on sait ce qu'on veut et on essaie d'arriver à le mettre à terme. Et après, ce que font les autres, oui, peut-être qu'il y en a qui feront mieux, je ne sais pas. Nous, on met le max de chance pour que ce soit nous qui faisons le meilleur produit. Mais Factor X, on ne le maîtrise pas malheureusement. À quel moment, quel est le moment qui te fait vibrer, où tu dis, voilà, c'est pour ça que je fais ce job? Ouais, c'est une très très bonne question. Ça n'arrive pas souvent. Je dirais jamais, moi. Ouais, en fait, le problème, c'est que ce qu'on discutait juste plus tôt. Quand le vélo il sort, on l'a déjà trop vu, presque. Pour être honnête, je pense que tout designer n'a jamais vraiment la satisfaction du travail. Parce qu'il y a toujours un petit truc à améliorer et qu'on améliore sur le prochain, etc. etc. C'est perpétuel. Après, nous, on veut toujours mieux. Non, c'est assez satisfaisant quand on commence à voir les premières 3D. Il y a plusieurs étapes. Les premiers cadres aussi en impression 3D. On le voit avec nos yeux, on est là. Ah ouais, ça y est, c'est plus juste sur l'écran, ça commence à devenir... Quand on voit notre petit bébé qui prend vie et puis qu'on peut être amené à le tester, à faire des comptes rendus dessus, et puis ça c'est motivant, quoi. Et forcément, les premières fois, on peut rouler le vélo aussi. Pouvoir rouler une plateforme sur laquelle on a travaillé pendant plusieurs années, c'est super satisfaisant. Moi, je dirais c'est quand le composant est arrivé à un stade où on a un produit final, qu'on peut l'installer sur son vélo, le rouler, et puis qui nous plaît, et surtout aussi qui plaît à ses copains quand on roule avec eux et qu'ils disent « Ah ouais, c'est chouette, j'ai envie d'avoir la même chose » ou quelque chose comme ça. Quand on part faire un tour de vélo et puis qu'on voit un client quelque part lambda qui roule sur un des produits qu'on a conçus, c'est une satisfaction quand même. C'est toujours gratifiant de se dire « Bon, il ne le sait pas, mais c'est moi qui suis derrière ça, quoi. » Alors oui, la satisfaction elle arrive quand on a ce nouveau vélo, on a une journée de fou dehors, les chemins sont top, on a fini le travail, on prend ce nouveau vélo, puis on va rouler, il y a les couchants, et là on se dit « Ah ouais, voilà, ça y est, on y est. Le vélo il est là, il marche de folie, il est trop beau, on l'admire. » Voilà, c'est ce petit moment magique. Un des points phares, c'est le moment où on va forcément la partie lancement de produit, où on vient la communiquer à des gens comme toi.
et où du coup l'idée c'est on est là pour présenter au mieux notre produit et essayer de laisser transparaître au mieux ce qui s'est passé avant. Quoi. C'est un petit peu l'idée, en tout cas moi c'est ce qui me plaît aussi. Et puis très rapidement après on commence à dire ah ouais mais là ça on pourrait un petit peu améliorer. Et on est critique parce que c'est ce qui fait qu'on fait j'espère en tout cas, perpétuellement des produits mieux. Mais forcément, oui, on doit avoir des critiques là-dessus, sinon on est satisfait et puis il n'y a plus rien qui bouge. Ce qui est assez rigolo, c'est que malgré tout, pendant le développement, au bout d'un moment, on arrive à la fin, mais la plupart du temps, on sait déjà ce qu'on aimerait améliorer avant même qu'on a fini le projet, parce qu'évidemment, on travaille sur on a un temps imparti, on planifie, on doit lancer le nouveau vélo à un certain moment, on ne peut pas non plus continuer à rechercher des nouvelles solutions indéfiniment. Donc c'est vrai que quand on lance un produit, en général, il y a toujours des choses on sait déjà qu'on fera peut-être différemment sur le projet d'après, ou des choses que vous allez nous dire au launch, en fait, on les a déjà, en tête. Mais pourquoi tu as fait ça? Alors, jusque-là, tout ce qu'on a vu, s'il fallait le résumer, au final, c'est des centaines, des milliers de petits détails qui se cachent là-dedans. Pour au final arriver à un produit fini, un vélo, comme on en retrouve dans ce showroom ici, chez Scott, ou dans les magasins. On pourrait croire qu'on est à la fin du projet, sauf que non, il y a encore d'autres étapes. On est là pour faire vivre ce produit sur différentes générations ensuite, le faire évoluer avec peut-être des nouvelles pièces qui vont sortir, qui n'étaient pas forcément là au moment où on a lancé la première année le nouveau cadre, par exemple. Donc mon métier, moi, donc, au service marketing, c'est de trouver les activations possibles pour promouvoir la marque. Alors, il y a plein de moyens différents, bien sûr, pour promouvoir une marque, et ça passe par du sports marketing notamment, ça passe de la communication sur les réseaux sociaux, ça passe par la communication avec les médias, avec vous. Donc il y a plein de leviers d'activation possibles pour une marque comme Synchros. Moi, mon but, c'est une fois que le produit est fait, comment on va communiquer dessus, comment on va travailler avec nos athlètes, avec nos ambassadeurs, toute la création de contenu aussi, donc ça va être les photoshoots, ça va être la création des storytelling, enfin des vidéos storytelling, etc. C'est vrai que je pense que tout ce qui est magazine, tout ce qui est site internet aujourd'hui spécifique vélo, mountain bike ou autre pratique, c'est hyper masculin. Donc on va un peu moins les chercher là-dessus. On va plus aller les chercher sur du storytelling ou via les réseaux sociaux ou alors via nos ambassadrices. Donc on a pas mal d'athlètes, donc Marine Cabirou ou des Kate Courtney, mais on a aussi pas mal d'ambassadrices qui sont plus, qui vont être moins axées sur la performance, mais plus sur tout ce qu'il y a autour du vélo, tout ce qu'il y a autour de la pratique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie d'aller plus chercher. Je travaille pas mal avec les autres designers, donc on en a pas mal, on a une équipe assez féminine sur le Contessa, donc ça c'est chouette. Donc tout ce qui est un peu l'idée derrière les collections, quel a été le storytelling derrière, le mood board, etc. Enfin, à partir de quoi elle crée les équipements, les vélos, les vêtements. Et moi ensuite ça m'aide à créer l'histoire autour. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce qu'au final, on a vu dans le parcours du produit, on avait des mots, des intentions, des placements de produits qui se transformaient au fur et à mesure en ligne, en volume, en produit fini. Puis finalement, on se rend compte que toi, à ton niveau, c'est à nouveau de repartir de ce produit fini pour lui redonner l'émotion qui était visée au départ et de la faire revivre autour du vélo pour pas que ça soit juste un objet. Ouais, c'est ça. En fait, ça peut paraître un peu cliché, mais aujourd'hui, on va dire que les femmes, elles sont peut-être moins intéressées par l'aspect hyper technique du vélo. Il y en a qui le sont, et comme il y a des hommes qui sont hyper intéressés et d'autres pas du tout, chez la femme, on a la même chose. Et en fait, notre but, c'est pas forcément de montrer des vidéos tech hyper poussées sur le vélo. On en a déjà, mais c'est juste d'essayer de montrer un peu l'énergie qu'il y a derrière, ce que nous on essaye de pousser, comment nous on peut essayer d'encourager justement cette communauté, ces femmes à aller rouler, à se mettre à vélo ou alors à aller plus loin dans leur pratique. C'est vraiment ce qu'on va essayer de faire sur la gamme femmes. Alors, tu as pu voir tout le monde et de voir tous ces trucs intéressants, parler avec tous ces gens vraiment
doués dans leur domaine? C'est incroyable. Moi, j'ai découvert des métiers. Sincèrement, j'ai découvert des métiers et je pense que nos lecteurs aussi vont en découvrir. Parmi les expériences qu'on a pu avoir et les visites qu'on a pu faire, dans certains domaines, on a vu et découvert des niveaux d'expertise qu'on ne soupçonnait pas forcément dans le VTT. Tu vois, pour moi, produire un vélo, c'était avoir des mots, un cahier des charges, faire des esquisses, des géométries, un modèle 3D. Et puis assez rapidement se projeter dans la production, la mise en production, etc. Mais là, je veux dire, il y a des trucs, on ne le soupçonnait pas et c'est riche parce que il y a de l'inspiration d'autres domaines, les autres sports, les autres univers traités par Scott. On a parlé d'automobile aussi. Enfin, c'est incroyable, ça fourmille, quoi. Ouais, c'est ça qui est beau de réunir toutes ces gens, toutes ces expertises et de créer des choses qui font rêver. Et puis c'est ça que j'adore, c'est créatif et tu ramènes tellement de gens. Et puis après, on arrive à créer des trucs de rêve et c'est vraiment, j'aime beaucoup. Mais ils ont caché beaucoup de trucs, donc je pense que faut que tu reviennes. Et ouais, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont encore en 2027 dans leur tête là, donc il y a des choses qui sont restées dans les tiroirs. Tout à fait, je pense qu'il faut que tu reviennes. Ouais, bah, faudra revenir voir ça. Hein. Allez. Super. On va boire une. Allez, on va boire une bière. On peut continuer à discuter de tout ça. Ouais, c'est bon.